Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes des chercheurs du CRITAC. Le CRITAC, c'est le Centre de recherche et d'innovation en transfert en art du cirque. Et comme il a dit, donc, on fait de la recherche appliquée. Donc, en fait, on a 4 grands axes de recherche. On a le design, la performance, l'innovation sociale et le numérique. Donc, aujourd'hui, en fait, on va vous présenter nos projets qu'on fait en numérique. En fait, on a eu une subvention, le PART du CRSNG, qui est un organisme fédéral. Après la pandémie, en fait, il y a eu des fonds de relance et donc nous, on avait appliqué pour la transition numérique et on a reçu ces fonds-là. Donc en fait, notre mission, c'est d'aider nos partenaires dans cette subvention, qui sont les 7 doigts, Moment Factory et le Cirque du Soleil, dans leur transition numérique. Et en fait, grâce à cette subvention, on a pu s'adjoindre des ressources. Donc je vous présente mon équipe, Naila, Chris et Lisa. Donc voilà, on va pouvoir se présenter. Alors, le CRITAC, je vous dirais, comment se définir, c'est un peu compliqué, mais j'aimais bien la définition de Manu, c'est-à-dire qu'on est des chercheurs cool. Donc j'aimerais vraiment un peu casser cette image du chercheur que j'imagine vous avez en tête, c'est-à-dire un sarrau blanc dans son laboratoire, vraiment très très loin du milieu. Nous, c'est pas ça du tout. En fait, on travaille vraiment en étroite collaboration avec nos partenaires, avec les compagnies de cirque, avec les acrobates. Et on fait de la recherche appliquée, on fait aussi de la formation et on fait aussi de l'aide technique. Et vous allez voir qu'on a tous et toutes des profils très atypiques. Alors, je vais commencer par moi. Donc, je m'appelle Marion Cossin, je suis ingénieure de recherche au CRITAC. J'ai fait une maîtrise en génie mécanique et un doctorat en génie biomédical, et mes 2 projets de recherche étaient dans les arts du cirque. Ça fait 10 ans que je collabore avec le CRITAC et ça fait 5 ans que je suis ingénieure de recherche au CRITAC. Et en fait, en dehors de mon emploi, je fais de la danse. Je fais de la danse à haut niveau puisque je fais des compétitions. Et en fait, le mois dernier, j'étais même au championnat canadien. Donc voilà, quand je vous disais qu'on a des profils atypiques, c'est de ça que je parle. Donc, je vais demander maintenant à Naila de se présenter. Donc pareil, si tu peux parler de ton background académique, mais aussi un peu plus. Allô? OK, celui-là fonctionne. Donc, je m'appelle Naila, je suis postdoctorante à McGill et chercheuse associée avec le CRITAC. Et puis moi, je viens de la neuroscience, c'était mon domaine pour mon doctorat. Donc, j'étais vraiment au fond d'un laboratoire. Je faisais mes études sur la maladie de Parkinson, mais dans un modèle de souris. Donc, je regardais ce qui change au niveau moléculaire, cellulaire. Et après 6 ans au fond du laboratoire, je voulais avoir plus de contact humain et je voulais voir un peu l'application de ma recherche. Et surtout, je voulais faire le lien entre la recherche scientifique et l'expérience vécue de la maladie de Parkinson. Donc, pour mon postdoc, j'ai mené un projet de recherche-création, surtout la co-création d'un spectacle qui faisait le lien entre l'expérience vécue de la maladie. On a fait 2 spectacles, un sur le Parkinson, un sur la démence. Ça s'appelle Peace of Mind et c'était vraiment fait en co-création avec les personnes vivant avec la maladie, les neuroscientifiques et puis les artistes de cirque, de danse. Puis moi aussi, à côté de ma recherche, je faisais beaucoup de danse, un peu de cirque. Et maintenant, je me concentre vraiment sur comment les arts vivants peuvent être utilisés pour l'échange de connaissances et aussi pour susciter l'empathie. Voilà. Merci. Donc, le spectacle Peace of Mind, si vous êtes curieux, ça se trouve sur YouTube et c'est extrêmement intéressant. J'avais aussi une autre note, c'est pour ceux qui étaient là hier, on a évoqué les bourses MITAC. Et en fait, j'utilise énormément les subventions MITAC. J'ai eu 5 stagiaires en fait cette année. Et avec Naila, on va pouvoir aussi financer son postdoc. Elle a été acceptée dans une subvention MITAC. Et puis Lisa aussi est en stage MITAC. Donc vraiment, on utilise beaucoup MITAC. Aussi autre chose, on va faire un français-anglais. On va chacun utiliser la langue dans laquelle on est le plus confortable. Donc pour Chris, ça sera en anglais. Naila, ça peut être aussi en anglais. Puis Lisa et moi, ça va être en français. Mais si vous avez la moindre question ou incompréhension, vraiment, n'hésitez pas, on va pouvoir traduire tout ça. Alors, je vais demander maintenant à Chris, can you present yourself?
Pas de chance, hein? Hello, test. Okay. My name is Chris Caddy. I have a mixed academic and acrobatic background. I have a couple engineering degrees, one in mechanical engineering, a master's in biomedical engineering. I worked in shoulder biomechanics, computational biomechanics for about 5 years. And then I went and got a PhD in machine learning and data analysis. That was about 2014. Then I used my background in gymnastics. I joined Cirque du Soleil as an artist and then became head coach on a show. Did some independent things for a while and then became more involved with Crit-Tech last year. And then I came on full-time in July. Donc voilà, des artistes de cirque qui sont spécialistes en intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup. Moi, c'est le seul. Et en fait, il a même fait un TED Talk là-dessus. Donc, je vous conseille aussi d'aller le voir si vous êtes intéressé. Et je vais passer maintenant la parole à Lisa. Je suis Lisa, je suis étudiante à l'INSA de Lyon en ingénierie mécanique. Et je suis stagiaire de Marion sur un projet de recherche, donc une stagiaire MITAC. À côté de ça, je suis aussi danseuse. J'ai été formée au Conservatoire de Lyon pendant près de 10 ans. J'ai fait 2 ans dans un jeune ballet en danse jazz. Donc c'est le jeune ballet Calabash avec Wayne Barba. C'est un ancien danseur d'Alvin Ailey à New York, pour ceux qui connaissent. Et à côté de ça, je suis cofondatrice du collectif R&D en recherche et danse. Et donc on monte des projets art-sciences autour pas mal de la médiation scientifique ou culturelle en fonction du point de vue dans lequel on veut le voir. Et voilà, et donc je m'intéresse à tous des projets autour du mouvement, plus globalement. Donc voilà, quand je vous disais qu'on a des profils atypiques, voilà. Allons-y, commençons. Donc aujourd'hui, nous allons parler de technologie, art de la scène et recherche appliquée. Donc on va vous présenter nos projets en fait qu'on a fait cette année. Et en fait, une des principales questions que nos partenaires de recherche se sont posées, puis ça a été accéléré avec la pandémie, c'est comment créer des spectacles de cirque dans des environnements virtuels. Et je ne sais pas vous, mais regarder un spectacle de cirque en vidéo, qui est filmé par une caméra, ça n'a rien à voir avec un spectacle qu'on va aller voir live. On perd énormément d'informations, de connexion en fait avec l'artiste. Donc une des questions qu'ils nous ont posées, c'est comment créer des spectacles de cirque qui soient aussi engageants, peut-être pas aussi engageants, mais on va dire qu'ils vont essayer d'améliorer la connexion entre l'artiste et le spectateur. Et donc c'est pour ça qu'on s'est adjoint l'expertise de Naïla, avec laquelle on a fait plusieurs projets. Okay, I'm going to continue in English. If you have any questions later, I can answer in French as well. So my research, as I said, is really in the domain of neuroscience, and the lab that I'm in right now at McGill focuses on physiological signals and consciousness. So that's pretty far removed from what we're here to discuss today. But one advantage we have are little technological devices that can record physiological signals. And the reason that that's interesting in this context is that if you ask an audience member about their experience after a performance, they're most likely going to report on like the most wow factor moment or on the very last moments of the performance. There's often like a recency bias that you see in self-report. So that it gives you some information about how the audience member felt about it, but we can capture a lot more information if we look at physiological signals and sort of the implicit engagement at the same time as these self-report measures. So could I have a volunteer? This is a little device that goes on the finger, and it just takes autonomic nervous system signals. So it'll take your heart rate, your finger skin temperature, and the sweat on the finger, the electrodermal activity. And we will pull it up on the screen. If you don't, est-ce que ça va si on a tes données physiologiques sur l'écran? Okay, it's going to be on display. But I'll just kind of explain the different signals that we can measure from audience members as they're watching a performance. So this will just take a second to set up. Firstly, I need to end this. Let's see if this works. Donc en fait, avec ces capteurs, on va mesurer 3 signaux physiologiques. Le premier, c'est la sueur. Le deuxième, c'est la variation du rythme cardiaque.
Et en dernier, c'est la température. Et en fait, avec ces informations, on va savoir à quel moment vous êtes stimulé, en fait, de manière même inconsciente, en fait, à votre environnement, etc. Donc, on va avoir une démo normalement live si la technologie fonctionne. Si ça fonctionne. Sinon, ah oui, ça devrait fonctionner là. C'est bon. Donc ça, c'est juste l'application qu'on utilise pour enregistrer les signaux physiologiques. Et normalement, dans notre laboratoire, on l'utilise par exemple pour aider la communication avec une personne qui ne peut plus répondre verbalement ou physiquement. Donc on a une fonction musique qui transforme directement les signaux physiologiques en musique, mais ce n'est pas l'intérêt pour aujourd'hui. Là, je vais juste... Oh, OK, il y a la musique. Je vais juste expliquer un peu les 3 signaux qu'on prenne. Donc, comme Marion a dit en haut, c'est EDA, c'est la sueur sur le doigt. Et c'est la même mesure qu'on a dans les polygraphs. Oui, c'est ça. Je parle en français maintenant, OK. Ça va. Donc, dans les polygraphes, c'est la mesure qu'on prenne quand une personne est plus anxieuse ou quand elle est plus attentive. On voit ces petites collines qui se forment, like the little peaks. Means that someone is engaged or that there's a moment of excitation, physiological excitation. Puis le deuxième, la température. Wow! Wow, OK. La température du doigt, ça va varier beaucoup en fonction de nos émotions et de nos états mentaux, à quel point on est attentif à l'environnement. Donc, c'est pas comme not like core temperature that stays stable, like the finger temperature will really vary. Quand on est plus engagé, on voit que it decreases because the blood flow is more to the center of the body. And when we're more relaxed, the skin temperature will increase in the finger. So we would see an upward rise there. And then the last one is heart rate variability, donc la variation dans le battement du cœur. On ne prend pas juste le battement du cœur parce que bien sûr, ça va changer si la personne est en train de courir dans un spectacle, comme on l'a fait dans le labo. Mais la variation, c'est vraiment si le cœur skips a beat or adds a beat. So that again is a measure of engagement in the environment. Donc c'est un peu les 3 mesures. Là, on voit un changement dans la température. Donc peut-être que tu deviens un peu plus relax. Mais on regarde aussi les inflexions dans la température. Ça veut dire qu'il y avait un changement ou quelque chose dans l'environnement qui a capturé l'attention. Donc voilà, on a utilisé justement ces 3 mesures. On a enregistré de plusieurs personnes en même temps. Donc avec le téléphone, on peut enregistrer 3-4 personnes en même temps avec ces petits capteurs pendant qu'ils regardent ou qu'ils participent au spectacle. Donc merci beaucoup pour la démonstration. On va reprendre ça. Si jamais vous voulez regarder plus tard, je vous montre l'application et vous pouvez aussi l'essayer. Et voilà de la recherche live. Ouais. OK. Puis je vais revenir à notre PowerPoint. Donc c'est ça qu'on fait en collaboration avec les 7 doigts en ce moment. On a fait, ça j'ai déjà passé. Vous avez peut-être entendu de Livici hier, si vous étiez ici. Donc c'était un spectacle, c'est un spectacle on a fait une première version en juin et puis le spectacle sera en décembre. Et c'est un spectacle qui se passe en même temps live avec les acrobates sur la scène, puis en mode virtual reality, donc avec un casque virtuel. Et aussi, on avait une version juste sur un écran. Donc, on a regardé les spectateurs qui regardaient le spectacle à Vancouver avec les acrobates, le spectacle sur le casque VR avec les avatars, et puis aussi une version écran qui était le spectacle live diffusé, mais on voit aussi le background virtuel comme dans le spectacle qu'on a vu à Vancouver. Donc, on voulait comparer l'engagement du spectateur dans ces 3 formats et voir comment ça varie le long du spectacle. On a fait une partie questionnaire parce qu'on ne veut pas perdre le self-report, comme on veut quand même voir ce que les spectateurs disent.
Donc ça, c'est juste rapidement, on a divisé le spectacle en sections pour voir c'est quoi votre niveau d'engagement dans chaque partie de 1 à 5 ou 1 à 4, 0 à 4, pardon. Et là, on voit juste qu'il y avait une grande différence, surtout entre la version live ou la version VR comparée à la version sur l'écran. Bon, ça devrait surprendre personne. C'était plus plate de juste voir par l'écran que d'avoir l'expérience soit live ou en VR. Mais ce qu'on ne montre pas trop là, mais ce qu'on a eu dans les questionnaires aussi, c'est que l'expérience VR, c'était cool parce que c'était plus individuel, comme tu peux plus contrôler ta vue. Mais en même temps, ça devient compliqué. Il y avait des glitches, il y avait des problèmes. On ne savait pas toujours où regarder dans le spectacle. Donc, et ce n'est pas la même connexion. Il y avait de l'information qui était perdue comparée au spectacle live. Puis là, on n'a pas fait une analyse quantitative là-dessus parce c'était vraiment un pilot test, mais je peux vous montrer quelques moments clés dans le spectacle. Donc, si on regarde, attends, je vais juste mettre tout. Ah non, ok. Désolée, ça n'a pas. J'ai comme highlight les différentes parties sur le graphique, mais on peut voir comme des pics. Donc, il y avait des moments d'inflexion, surtout dans la température, et aussi on le voit dans le EDA en haut, et chaque partie-là correspondait à ces 1, 2, 3, 4, 5, donc les différentes parties du spectacle. Mais malheureusement, j'ai perdu mes petits cercles qui montraient à quel point c'était. Mais c'est vraiment chaque pic qu'on voit dans le EDA, c'est les différentes scènes du spectacle. Et on a comparé ça aussi dans la version VR et on a quand même vu des différences dans l'engagement du spectateur ou quel moment suscitait une réponse physiologique. Puis, il y a une semaine, on a fait un enregistrement pour le spectacle Labo. Vous allez en entendre plus après, donc je ne vais pas trop en parler. Mais juste pour dire que c'est vraiment un spectacle interactif. Donc, on est les spectateurs participent au spectacle et puis il y a des moments où il y a un moment une performance comme un acrobate qui sort. Mais on voulait regarder à la fois l'engagement du spectateur, mais aussi des moments de interpersonal synchrony. Donc, on peut regarder non seulement à quel point une personne est immersée ou engagée dans le spectacle, mais aussi on peut regarder la synchronicité entre les données physiologiques des personnes. Et ça, normalement, donc ça c'est juste un exemple rapide, dans la température, on voit qu'il y a vraiment un pattern qui se reproduit sur 2 personnes. Et on peut voir ça aussi dans le heart rate variability ici. Donc on voit des similarités de 2 personnes qui sont en train de vivre la même expérience. Et on s'intéresse, est-ce que ça se donne aussi quand les gens sont en train de faire quelque chose ensemble? Donc, est-ce qu'on voit plus de synchronicité quand 2 personnes sont en train de danser ensemble ou de vraiment partager un moment, on pourrait dire empathique ou un moment de bonding, ce qui était un peu aussi le but du spectacle. Donc, on a Patrick, notre stagiaire de MyTax, qui est là-bas, qui va faire cette analyse dans les prochaines semaines. Et c'est tout pour moi. Donc, je passe à Chris, ou est-ce que... Ouais, j'avais juste un petit point. En fait, ça a quand même été une surprise sur le diagramme où on comparait Livici, live, écran et VR. C'est que le VR a quand même, vous avez vu, c'était quand même assez élevé comme note d'engagement. C'est sûr qu'on se rapprochera sûrement jamais, on n'égalera jamais sûrement le live, mais vous avez vu que les notes étaient quand même beaucoup plus élevées que l'écran. Donc, c'est quand même très prometteur. Et ça permet aussi aux compagnies comme les Doigts d'orienter la création. Puis là, le Livici qui va être mi-décembre, il y a eu des ajustements qui ont été faits en fait en fonction des données qui ont été récoltées. Alors, on va passer à la partie de Chris. Alors, Chris va avoir une tâche assez compliquée, c'est qu'il va devoir vous expliquer c'est quoi de l'intelligence artificielle. Good luck. Merci. I'm going to talk about 2 projects that are broadly into acrobatic motion capture. One is based on motion capture, as you saw yesterday, using cameras and markers. One is a little bit different, using a different technology, very early stage. So the goal is to capture acrobatics using motion capture for digital purposes, that being for entertainment, as we've talked about, or
even for biomechanical analyses, for motor learning analyses, injury prevention, other directions in that regard. The problem is that optical motion capture struggles to capture acrobatics. The nature of what individuals are doing, the body positions they're putting themselves in, how they're interacting with apparatus, all the markers get in the way, they fall off. The software has issues recognizing body parts and whatnot. And so it's well suited for lab situations and very controlled situations, but not so much for acrobatics. The approach we want to take to improving motion capture for acrobatics is to drastically reduce the number of markers from a marker set of maybe 41 or more to something around 16 or so, and to do so using machine learning. I'll take a slight tangent here just to sort of define machine learning and AI in general, artificial intelligence. Some people might merge these terms, see them as synonymous. I see them as a little bit different. I would say if you ask 5 people what artificial intelligence is, you'll probably get 5 different answers too. I would say artificial intelligence is more of a global solution to a problem that may use machine learning, may use different data processing techniques, may combine different technologies. It incorporates the data collection process. It incorporates how the end result is presented to the user, and so it's very global. Machine learning is sort of very task specific. There's a number of tasks that may make up an AI solution, so machine learning is generally geared towards one specific task. We can think even more broad about artificial general intelligence, which is more like replicating the human that is able to think and learn for any situation. We're pretty far off from that. So the approach we're taking essentially is to use the three-dimensional marker coordinates in three-dimensional space. Each marker will have an XYZ coordinate as recognized by the cameras in the computer. Pass that through a neural network, and then we get body configuration of the artist, specifying the joint angles, and then that can be fed into downstream animation software for virtual purposes or whatnot. Motive currently kind of works in this manner in terms of recognizing markers and computing the configuration of the body, but with losing 1 or 2 markers, sometimes the limb goes in a very odd direction. With losing 20 or more markers, the body will not be recognized. And so it's robust to some degree, but not completely like we want it. The process at large to develop this machine learning solution involves a number of steps. One is first motion capture sessions just to understand and have some data to work with. Second is to assess marker visibility, understand what we are seeing, when we're seeing it, what we're not seeing. And then from there, we can start to develop candidate marker sets that may be used in a machine learning solution to, again, reduce the number of markers. From there, there's model development. That's a single square, but that's an enormous process. And then we look at how the model performs. And then there's going to be all these feedback loops, tweaking the model, tweaking the reduced marker set, adjusting capture settings, making sure the data process is as clean as possible. So it's a lot. I'll just speak to a little bit of the marker visibility results so far, as I've done the most work on that. On the left, you see someone on trampoline doing 2 flips and 1.5 twists. And at moments, you can see sort of markers or limbs kind of disappear, especially as the individual bounces on the trampoline. We don't see those foot markers. There's times where other individual body parts are lost. And so this is what I'm talking about when I'm talking about marker visibility. We have to see all the markers. As soon as we lose something, you will recognize that in a virtual environment. It just won't be seamless. We can look at all of the skills that were performed. This is from a data capture session in April. All of the skills are basically rows. All the individual markers are basically columns. If a square is not white, it means we're losing some of those markers on those skills. And what I'm kind of looking for is sort of patterns here. So we can see kind of large vertical lines of yellow in a couple spaces, and those are sort of inside toe markers right on the inside. And that makes sense. It's very explainable. As the individual has their feet together, yeah, we're going to lose those markers. So maybe we don't want those in the candidate marker set. As the individual wraps into the twist, his inside wrist marker is closed by the chest. And that speaks to, okay, that's maybe a bad marker, but that also speaks to
the orientation and the position of the cameras is absolutely essential to optimize how much visibility we do get. There's other situations where we lose a lot of the back markers when the individual drops on the back, that's explainable. There's other situations where it's not so explainable, and so just having as clean of a data capture space as possible, that is absolutely critical for this machine learning solution. I've started to work on the model development a little bit, just very early stage, just to get something rough, but there's a lot of exploration in terms of what sort of structure of the network might be helpful for our particular situation. I'll talk about another project here that's very early stage, just kind of exploration. This is using LiDAR, which is light detection and ranging. It's a different type of sensor. It's a single sensor, which basically looks over a space, and you get a three-dimensional representation in terms of point clouds. Basically, light points land on a surface, and then it sort of defines that through a series of points in that local region. The goal right now is just to identify different poses from LiDAR, so not looking at motion, just individual poses. The approach is using PointNet, which is a neural network that came out a number of years ago, which can handle unstructured data. For the motion capture data that we've been talking about, we know there's this a number of markers. They're approximately this far spaced apart on this body part. LiDAR doesn't have that. It's, if someone moves just a little bit, the surface representation will be very different. The network has to be able to handle that. The number of points will be very different. The network has to handle that too. As I said, we're just focused on classifying poses using one sort of aspect of the network. This is 32 test cases from few hundred test cases that I was playing with, but it's a good example of what we're looking at. Basically just general poses. It was a very non-specific data set, looking at just kind of broad things like raising an arm, arm bent, both arms up, squatting down, stuff like that. And just to see if we can recognize differences in these body postures, as it's normally used for recognizing objects, and they have very different shape. All the blue figures are correctly classified. Its overall performance over all the test cases was about 99%. This red case was incorrectly classified, and it's actually a really good sort of example case because you see there's one little outlier point there. And so it misclassified that, and that's because of that one point. And this, it speaks to the sensitivity of a model. Yes, models can be a little bit more robust. You can build that into it. But it also speaks to the pre-processing of the data. If your pre-processing doesn't produce clean data, it's not going to produce the right result in the model. And again, this speaks to the whole pipeline at large. And that's it. Thanks. Merci, Chris. Donc en fait, vous avez vu le premier projet de Chris avec les cédoises, ça vise à réduire le nombre de marqueurs et ça parle vraiment d'une problématique des arts du cirque d'utiliser la capture de mouvement avec marqueurs. Quand on place 41 ou 57 marqueurs comme on l'a fait ou même 88 dans certains projets, vous comprenez que faire du cirque, ça peut devenir très compliqué. Quand l'acrobate s'enroule dans un tissu, il se roule au sol, etc., on arrache tous les marqueurs. Donc en fait, j'ai mis en place un autre projet en fait avec Polytechnique, puis c'est pour ça que j'ai pris Lisa en stage, où en fait on va essayer de voir avec d'autres systèmes de capture de mouvement qui ne nécessitent pas de marqueurs. Donc c'est ça qu'on essaye de tester et d'évaluer avec le projet de Lisa. Et pour ça, on a une belle vidéo qui a été faite.
dois déjà remercier le Lab 7 pour la superbe vidéo. Ce n'est pas tous les projets de recherche qui ont une vidéo comme ça, donc vraiment, merci beaucoup. Du coup, dans cette petite vidéo, on peut voir des extraits des tests qu'on a fait il y a quelques semaines au Lab 7, dans le studio de danse. On a fait avec des participants principalement de l'École nationale du cirque, qui sont venus se prêter au jeu à la capture de mouvement. Et il y en a certains, ça les a beaucoup amusés quand même. Du coup, pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, nous, notre projet, c'est tester 3 caméras qui fonctionnent sans marqueur, donc juste avec de l'analyse d'image. Et donc, c'est de l'analyse d'image donc RGB, couleur, mais aussi de la profondeur. Rapidement, donc pour avoir capté le mouvement, il nous faut donc des images d'entrée. Ensuite, il y a un algorithme, une intelligence artificielle qui va repérer la position de l'humain dans l'image et qui va lui attribuer un squelette. Et à partir de ce squelette-là, on peut extraire les coordonnées 3D des articulations et pouvoir le mettre dans un autre environnement pour faire des spectacles avec du numérique. Voilà, donc l'objectif, c'est d'évaluer comment fonctionnent nos 3 caméras et si ça marche pour le cas particulier du cirque, qui est quand même beaucoup plus complexe que l'emploi d'origine qui fonctionne par exemple pour de la course ou du basket. Donc nos 3 caméras qui sont ici, donc il y a la Z2i, la Hawk Daylight et la Intel RealSense. On les a comparées donc au système d'OptiTrack qui, grâce à ces marqueurs, nous donne la vérité vraie, entre guillemets, et qui nous permet d'avoir des références pour comparer les coordonnées qu'on obtient. La spécificité du projet par rapport à ce que vous avez vu hier, c'est qu'on met les marqueurs directement sur la peau pour pouvoir avoir une meilleure position et une meilleure précision de la position exacte des centres articulaires. Voilà. Du coup, là, on peut voir 2 exemples concrets. Donc, la première, c'est avec la caméra Z2 et la deuxième avec la Hawk Daylight. Donc, c'est 2 caméras différentes avec 2 technologies différentes et 2 intelligences artificielles différentes. Donc, en fait, on essaye avec ça de faire des expériences sur ces 3 caméras pour voir laquelle fonctionne le mieux pour le cirque et arrive à relever des défis de la vitesse, des mouvements non conventionnels avec la contorsion, par exemple, des occlusions, parce qu'on a testé donc 7 disciplines du cirque. Donc on a la contorsion, le main à main, donc là il y a plusieurs personnes, c'est plus complexe. On a le tissu et la corde, donc là il y a l'interaction avec l'objet qui est forcément beaucoup plus complexe avec des marqueurs, donc on essaie de voir si ça peut fonctionner avec nos caméras. On avait de la roue cire pour la rapidité, on avait du cerceau aérien, des acrobaties avec le contact au sol. Voilà, donc on a essayé de faire un panel assez large des disciplines qui posent problème habituellement sur la capture de mouvement pour essayer d'apporter une réponse qui fonctionnerait potentiellement mieux. Donc là, on peut voir un petit exemple. Donc là, on voit par exemple que la caméra arrive à trouver un corps, ce qui est déjà pas mal. Parce que, pour la petite histoire, avec la Hawk Daylight, donc il trouve un corps avec la personne avec les jambes en l'air. La Z2i, il n'arrive simplement pas à comprendre qu'une personne peut physiquement avoir les 2 jambes en l'air et les mains en bas et tenir. Donc ça dépend en fait comment est entraînée la machine et l'intelligence artificielle. Et donc c'est ça qu'on essaye de mettre en avant, c'est quelles sont les difficultés et les fonctionnalités des systèmes actuels pour pouvoir les adapter aux spécificités du cirque. On voit que là, par exemple, le bras fonctionne à peu près, mais ou pas. Et là, par exemple, il a perdu le corps. Du coup, il essaye de le remettre dans un sens qui lui semble le plus probable et le plus conventionnel, c'est-à-dire la tête en haut. Sauf que là, ça ne marche pas, quoi. Donc, le travail qui va être fait après, ça va être d'essayer de régler ces problèmes-là avec la technologie la plus prometteuse. Un deuxième exemple ou pas? Non, c'est bon. Et donc... voilà, on peut voir là les premières limites de ce système-là. Et donc, je n'ai pas encore fini, mais on est en train de faire toute l'analyse des résultats pour essayer de comparer quantitativement réellement les différences entre les différentes technologies et le système OptiTrack pour à terme choisir le couple technologie plus intelligence artificielle qui fonctionne le mieux et entraîner l'intelligence artificielle avec des données du cirque pour que ce soit un jour fonctionnel. Merci beaucoup.
Alors, avant de vous passer la parole, j'avais quelques questions spécifiques pour vous trois. Donc, je vais commencer par Naïla. Alors, Naïla, comment intégrer la recherche dans la création sans déranger l'un et l'autre? Et en fait, j'irai même plus loin dans cette question. C'est comment la recherche pourrait aider la création des spectacles? Large question. Oui. La première question, déjà, c'est très difficile. Je pense qu'il y a toujours des compromis à faire entre la recherche et la création et on ne peut pas éviter. Et donc, la manière de pouvoir faire ces compromis, c'est vraiment d'intégrer la recherche dès le début dans la création ou vice-versa. Par exemple, pour Labo, ça c'est juste un exemple de plusieurs enjeux qu'il y avait. C'est pour nous, on aimerait pouvoir vraiment tracker tous les participants dans l'espace. On aimerait pouvoir identifier les participants justement pour, si on voit que 2 participants dansent ensemble, on veut voir est-ce qu'il y a une synchronicité physiologique. Mais pour le spectacle de Labo qu'on voit ici, on voulait aussi créer, ou les créateurs voulaient créer une ambiance de collectivité, de tout être ensemble. Donc, ils ont mis des chemises grises. Donc, ça, pour nous, ça le rend beaucoup plus difficile d'identifier les gens dans l'espace. Donc, il y a des questions comme ça où si moi, j'enregistre avec un capteur et je perds la connexion, je ne peux pas aller au spectateur et dire « Oh, est-ce que je peux rallumer ça ?» Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas possibles pour nous comme chercheurs, qu'on sait vraiment comme live, c'est real life application, on n'a pas le contrôle, on doit lâcher le contrôle. Mais on doit aussi, le long de la création, faire des décisions qui vont assurer que la recueil des données et l'analyse va rester intacte, va rester robuste, que nos questions de recherche vont servir à quelque chose. Et puis, à quoi ça sert? Comme Marion l'a dit tantôt, on peut vraiment guider la création avec ce coup d'œil, ou like a look at what's happening underneath the surface. On ne veut pas que ça remplace la création, justement. On ne veut pas aller juste dans les données et oublier le côté artistique, mais on peut aussi, de manière très directe, intégrer les données, par exemple, physiologiques dans l'expérience du spectateur. Ça ouvre beaucoup plus de questions et de pistes créatives pour la création d'un spectacle. Je pourrais en parler plus, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Merci. On pourra voir aussi avec le public s'ils ont des questions à ce sujet. Prochaine question, ça va être pour Lisa. Alors, ma question, c'est comment adapter une technologie existante aux arts du cirque? Et en fait, pareil, j'ai envie d'aller plus loin. J'aimerais aussi parler des défis, en fait, des technologies, de l'utilisation des technologies existantes dans les arts du cirque. Déjà, le premier point, c'est comprendre les arts du cirque. Comprendre quelles sont les difficultés et les singularités par rapport à, par exemple, du sport. Parce que des technologies de tracking et de mouvement, c'est beaucoup utilisé dans le sport pour l'analyse de performance, etc. Mais c'est souvent des mouvements qui ne sont pas du tout les mêmes que dans le cirque. Et il n'y a pas les mêmes contraintes et donc pas les mêmes réponses à ces contraintes-là. C'est pour ça que si on veut utiliser ces technologies-là dans le cirque, on est obligé de les développer spécifiquement. Ça, c'est un premier point. Et puis après, d'accord, on fait une technologie qui fonctionne, qui est très bien. Nous, l'avantage des caméras qu'on a choisies, enfin que Marion a choisi, c'est que c'est des caméras commerciales. Donc c'est pas des outils de recherche, c'est pas des outils qui coûtent des milliers et des milliers d'euros. Au contraire, l'objectif c'est que ce soit quelque chose de plutôt accessible pour les compagnies, parce que on a bien conscience que dans le monde artistique, on a des moyens limités pour développer des technologies. Donc si on veut que ce soit utilisé, il faut que ce soit des choses relativement accessibles. Mais même si après on achète la technologie, que ça fonctionne, il faut aussi quelqu'un derrière pour les utiliser. Et donc il faut que ce soit assez simple pour que une compagnie puisse investir et se former là-dessus. Et c'est ça aussi, je pense aussi, un des gros enjeux, c'est comment arriver à avoir une technologie qui est accessible et pas simplement utilisable par des experts qui ont été formés pendant plusieurs années à ces usages-là. Et donc là, je pense que c'est un des gros enjeux qu'il va y avoir après, c'est que, ok, maintenant la technologie, elle fonctionne, comment on la rend abordable? Et ça va être
un prochain défi. L'avenir nous le dira. Parfait. So Chris, I have for you a more controversial or maybe extreme question. I don't know. Do you think that the technology will replace the acrobats, or we can say the movement of the acrobat in this case? Do you mean for my specific work on this project or in general, AI? Let's go for in general with AI. Yeah, that's the bigger answer. I would say it's going to be a different medium. I think how that happens, how artists are in that process, that's very related to kind of how art can be modified in another way. Just in that conversation has been going on for decades and longer probably. So I think having that conversation is important. AI brings up in the conversation of AI, there's the conversation of ethics and morals and whatnot, and that's an ongoing conversation about what is right to do, what is appropriate to do, what is not appropriate to do. And I think nobody has many answers right now, but the conversation is happening. I would just say, I mean, as an artist myself, as a coach myself, if I saw an AI kind of replicating or taking expertise from an individual that has put in a lot of time and effort into that, and then capitalizing on that, I mean, that would not feel too good. But I mean, that all said, that conversation has to happen. I think AI in the virtual environment and stuff like that, I think there's still going to be something unique about seeing a human being do something amazing in person. That it's just a different appreciation. That yeah, in virtual worlds you can modify things, you can turn off gravity and all that, but this is the real world, and there's still amazing things in that regard. Un, deux. Slide suivante. Parfait, merci beaucoup. J'ai mis mon courriel si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas à m'écrire, mais on va pouvoir ouvrir les questions. Donc, est-ce que vous avez des questions pour nous? Oui, je vois déjà des mains levées en arrière. Okay. Je ne sais pas si on peut allumer parce qu'on ne voit pas grand-chose en fait, nous, ici. Et il y a un micro qui ne marche pas. Le chat noir. Merci. Naila, allô, oh, super. Je parlais de toi à Orlando cette semaine, en fait de ton travail, et vraiment de l'énorme surprise qu'on a eue dans le projet Levici, en constatant que, d'une certaine façon, les codes qu'on sait et qu'on utilise sur le... Oui, je vais juste faire un paraphrasing de la question si vous ne l'avez pas entendu. Donc, à quel point, oui, on peut transposer la direction artistique et la suscitation des émotions du live en VR
Et en ce moment, avec ce capteur, on mesure juste la réponse physiologique qui correspond à l'engagement ou au physiological arousal, mais c'est pas, ça ne nous donne pas l'émotion en fait. On ne peut pas dire que cette personne était heureuse ou surprise ou nerveuse ou je ne sais pas quoi. C'est un peu ça la question, oui. Comme est-ce que dans l'avenir, on pourrait faire ça avec ces données physiologiques? Donc, oui, dans le sens que en ce moment, par exemple, dans mon laboratoire, le laboratoire de Stephanie Blaine-Moraes, mais aussi autre part, il y a beaucoup de projets de machine learning pour associer les données physiologiques aux émotions spécifiques. Donc, par exemple, il y avait un projet avec ça au Science Center ici, la couleur de la fleur de ma peau, quelque chose comme ça, où les gens allaient mettre leurs doigts dessus et ça prenait les données physiologiques et en même temps, ils répondaient à leur état émotionnel. Et maintenant, on utilise le machine learning pour pouvoir faire une analyse de, OK, il y a des très petites différences où il y a une correspondance entre le changement en température et le EDA et le battement du cœur en même temps qui sont plus corrélés à une émotion positive ou négative ou je ne sais pas quoi. Mais je pense qu'il y a aussi une question de à quel point est-ce qu'on veut se fier à ça en faisant la création. Et ça, c'est toujours un débat avec ce sorte de données. C'est bien sûr qu'un spectateur va avoir une réponse physiologique quand il voit un gros saut ou un gros mouvement sur scène, mais ça ne veut pas dire que c'est le mouvement le plus intéressant ou engageant, et c'est aussi ce qui se passe par la suite, et ça ne peut pas remplacer, je pense, le côté créatif et la direction et l'intuition qu'on a. On ne peut pas le remplacer en juste regardant les données et disant on veut une émotion positive ici et ça et ça et ça par la suite. Si je peux aussi, en fait, on avait des questionnaires avant et après dans lesquels c'était assez détaillé. On leur demandait plein d'émotions, qu'est-ce qu'ils ressentaient. Et après, dans les questionnaires aussi après, pour chaque tableau, on leur avait demandé qu'est-ce qu'ils avaient ressenti, etc. Donc, on a aussi ces valeurs d'appréciation, je dirais. On ne les a pas indiquées aujourd'hui, mais on a tous ces résultats-là. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les données ne ressemblaient pas du tout de la même chose parce qu'en VR, les personnes se promenaient. Donc, ils ont adoré leur expérience, mais ce n'était pas forcément la même chose que d'être assis et de regarder un spectacle fixe parce qu'ils se promenaient, ils allaient voir, ils avaient d'autres... Des fois, ils ne regardaient même pas les acrobates, juste ils exploraient l'environnement, ou à l'inverse, ils regardaient la performance de derrière, d'en haut, etc. Donc, on n'avait pas des profils similaires dans ce cas-là, mais n'empêche que l'appréciation, elle a pu quand même être mesurée, comme je dis, sur chaque tableau, etc. Mais ça veut dire que justement qu'il faut garder le côté qualitatif aussi. Il faut garder les questionnaires, il faut idéalement faire des entrevues avec des spectateurs après pour avoir le self-report. On ne peut pas juste le remplacer par, en ce moment, par l'enregistrement physiologique. Juste, il nous reste 2 minutes, alors désolé, on va essayer de faire des réponses courtes. Oui, je ne sais pas s'il y a un micro quelque part et quelqu'un. Le micro, super. En fait, c'est pour continuer sur sa question. Est-ce que vous avez pensé au fait d'utiliser juste la reconnaissance de visage pour être capable de lire les émotions des personnes en même temps que le... En fait, j'avais rencontré un prof de HEC qui fait ça. Il fait beaucoup d'expériences sur l'expérience utilisateur, principalement des tablettes, des sites web, etc. Et lui, il utilise justement une caméra qui filme en temps réel les expressions du visage, puis il est capable de les associer aux émotions. J'avais pensé travailler avec lui, mais vous avez vu là-bas, ils font que courir dans tous les sens, donc c'est impossible. Il faudrait leur mettre une caméra en avant, enfin, ça deviendrait hyper compliqué. Déjà, le petit capteur sur le doigt, on a vraiment l'impression
façon de pas gâcher, mais c'est quand même un petit capteur sur le doigt. On l'oublie facilement. Mais si en plus on mettrait une caméra, là, vraiment, je pense que ça serait trop intrusif. Mais oui, on l'avait considéré. Ça serait possible sûrement pour des spectacles où tu restes assis, mais pour Labo ou Livici, en VR, par exemple, des choses comme ça serait vraiment pas possible. Il y a Facebook qui vient de sortir leur casque virtuel qui lit les émotions. Ça pourrait être à envisager, oui. D'autres questions? Oui. C'est une bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes personnes mais par contre, on a fait ça Labo, on l'a mesuré 2 fois. Et l'expérience n'est pas la même en fonction des groupes. On a déjà vu les réponses au questionnaire. Mais là, pour Livici, on n'a pas encore réfléchi comment on allait s'organiser. Ouais. Oui, de voir dans les différentes configurations. Après, le problème, c'est qu'une fois qu'il connaît le spectacle, l'expérience n'est plus du tout la même. Il y a forcément... On avait aussi posé cette question-là, est-ce que les personnes avaient déjà vu des spectacles de cirque ou est-ce que elles avaient déjà eu des expériences en VR? Parce que ça aussi, ça va influencer forcément l'expérience. Si tu découvres le VR pour la première fois, forcément que tu vas trouver ça super bon. Mais c'est peut-être pas ce qu'on va rechercher. On va profiter de ça, mais on avait aussi ce genre de questionnement qu'on essaie d'analyser aussi, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'avais vu d'autres mains levées. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux venir faire un stage MyTax? OK, c'est des grosses questions. Alors, la première, c'était sur les stratégies de financement et de collaboration, c'est ça? Donc, nous, au CRITAC, on fonctionne énormément en collaboration, autant avec les universités. Vous voyez, McGill, Poly, on travaille avec l'ETS Concordia, enfin, même d'autres centres de recherche. Nous, on croit fortement à la collaboration, et que ce soit aussi avec les partenaires, avec les acrobates. On mutualise beaucoup, on maximise beaucoup, parce que nous seuls, on ne va pas être capable de tout faire. Donc, vraiment, nous, c'est notre force, vraiment, d'essayer de rassembler le plus de monde possible dans nos projets. Ça amène d'autres défis. Communication, transdisciplinarité, etc. On est beaucoup dans ces enjeux-là. Donc, ouais, c'est ma vie à tous les jours, notre vie à tous les jours au CRITAC. Mais ouais, on essaye fortement de travailler là-dessus. Après, tu avais une question sur le financement. Nous, on a accès à des financements en tant que centre de recherche. Et puis après, c'est de travailler avec les partenaires industriels en fonction de ce qu'ils peuvent amener, de qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher. C'est ça, on a tout un répertoire de financement auquel on a accès. Comme je parlais de MITAC, mais c'est pas le seul. En fait, on applique beaucoup au FRQ, Fonds de recherche du Québec, au CRSNG fédéral. On a le MEI, le MES, etc. Donc aussi les compagnies qui peuvent amener de l'argent. On a plein de manières de financer des projets. Pour la dernière question, pour les expériences personnalisées, là je sais pas si Naïla, mais en gros, nous, ce qu'on peut faire,
Ce qu'on peut faire, c'est simplement de mesurer les expériences individuelles. Après, au point de vue de la création, ce que les créateurs ou les compagnies de cirque vont décider de faire, est-ce que tu proposais, etc. Ben, on peut être impliqué, on peut proposer des idées, mais ça va pas. C'est pas notre mandat de faire ça. Nous, on va vraiment être là plutôt en soutien pour pouvoir guider, orienter, aider les compagnies de cirque, mais on n'est pas trop là-dedans. On pourrait, hein, sincèrement, si une compagnie vient nous voir avec cette idée-là puis qui veut la développer, on a l'expertise où on va chercher les ressources, justement, les personnes pour nous aider pour faire ce genre de projet-là. Je ne pense pas qu'il y a le temps vraiment de répondre plus, mais juste pour dire que le feedback, oui, ce que tu demandes, c'est, je pense, à quel point est-ce qu'on peut incorporer le feedback physiologique, par exemple, pour diriger l'expérience, et il y a beaucoup de projets, je peux t'en parler plus tard, mais pas en ce moment ce qu'on fait. Ouais. Et ça pourrait se faire, et je pense que ça va se faire, ouais. Mais Moment Factory, par exemple, était très intéressé, oui, avec l'option musique live, avec ces capteurs physiologiques, ça pourrait totalement être une direction vers laquelle on pourrait aller aussi. Les possibilités existent, maintenant c'est plus de chercher les moyens, les équipes, le projet, puis de mettre ça en place, quoi, je dirais.